Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'inflation du marque-papier. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo. Et également, j'ai mis un ouvrage qui est juste en dessous de cette vidéo où je parle de toutes les monnaies papier qui ont fait des hyperinflations dans l'histoire et comment se protéger de la monnaie papier. On va pouvoir commencer le sujet dès maintenant. Alors pour cela, pour parler de l'hyperinflation de l'Allemagne, je vais devoir remonter jusqu'en 1870 pour comprendre d'où vient cette hyperinflation, comment on est passé d'une monnaie qui était stable, l'or et l'argent métal, jusqu'à de la monnaie papier et faire une hyperinflation. Alors pour cela, il faut remonter en 1870, le chancelier qui dirigeait la Prusse, c'était Otto von Bismarck, dont beaucoup connaissent Otto von Bismarck, notamment pour son système de retraite bismarckien, que nous actuellement, la France, on utilise, c'est-à-dire un système par cotisation, et dont ce système-là est en train de périr car on ne pourra pas payer les retraites à tout le monde. C'était une idée de Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, qu'a-t-il fait de plus? C'est qu'il a déclaré la guerre franco-prussienne de 1870 à 1871, dont ça s'est déclaré par une victoire de l'Empire prusse, et dont nous avons dû céder l'Alsace et la Lorraine. Et en plus de cela, il a dû trouver un compromis avec Napoléon III le 23 novembre 1871, et ça s'est scindé par une indemnisation. On a dû donner 1000 millions de dollars à l'Empire prusse. Alors pour vous donner une ordre de grandeur, à cette même époque, on avait la Russie qui avait vendu l'Alaska aux États-Unis pour 7 millions de dollars. Et nous, on leur devait 1000 millions de dollars. Donc vous vous rendez compte de la supercherie, c'est-à-dire 142 fois l'Alaska, ce qui était énorme. En fait, ils ont voulu le faire, cette indemnisation, pour s'enrichir et pour en fait arrêter le standard argent-métal. Pourquoi? Car la plupart des pays à travers le monde à cette époque utilisaient seulement l'argent métal, ce qu'on appelait le thaler, donc ce qui était l'ancêtre du dollar, qu'on pouvait s'échanger autant en Europe que même aux États-Unis. Et en fait, beaucoup de pays ont voulu se démonétiser de l'argent métal pour passer seulement au standard or, et donc on a eu une démonétisation de l'argent qui s'est fait progressivement, dont le tout premier pays ce fut l'Angleterre en 1844. Ensuite, on a eu l'Allemagne en 1871, en même temps qu'ils ont demandé l'indemnisation de la France suite à la défaite française. On a eu les États-Unis en 1873, le Japon en 1887 et l'Inde en 1893. Il y a quelque chose qu'on peut également remarquer si vous voyez tous ces pays-là. En aucun cas, tous ces pays-là ont adhéré à l'Union latine, car l'Union latine, c'était une convention bimétallique, c'est-à-dire or et argent métal, alors que ces pays-là voulaient seulement être sur un monométalliste, c'est-à-dire le standard or. On a eu donc le 9 juillet 1873, en Allemagne, on a eu le mark or, qui a symbolisé comme quoi l'Allemagne, tout comme l'Angleterre, rentrait dans le standard or, et pour devenir une grande puissance mondiale. Début de la Première Guerre mondiale, et dès le début de la Première Guerre mondiale, il se pose un nouveau dilemme entre les monnaies, que ce soit or et argent métal. C'est-à-dire que la France, tout comme l'Allemagne, utilisait des monnaies métalliques, et vu qu'on ne savait pas combien de temps allait durer la guerre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des images de propagande pour que les citoyens ramènent leur stock de métaux précieux auprès des banques, et on payait les officiers et les soldats sur le front avec de la monnaie papier, parce qu'on ne savait pas combien de temps allait durer la guerre, et ça ne servait à rien de payer ces soldats avec des métaux précieux. Donc la France s'est servie notamment de l'or pour payer des armes aux États-Unis, et l'Allemagne avait dit de ramener également les stocks d'or auprès de la banque, et que lors de la victoire, de cette fameuse victoire, ils pourraient on leur rendra leur stock d'or avec des intérêts. Seulement, la victoire fut française, et donc comme on a pris une belle branlée en 1871 avec Otto von Bismarck et avec l'indemnisation qu'ils voulaient, ils ont payé le prix fort, c'est-à-dire qu'on a fait le traité de Versailles, dont vous connaissez déjà sûrement toutes les conditions de ce traité.
Et à cette époque-là, on a eu Rudolf von Affenstein, qui était le président de la banque allemande, et qui était au contrôle, et qui devait rembourser la dette et les indemnisations des dégâts de la guerre. Tout ce qu'avaient mis les Allemands dans ces banques-là, mais ils ne les ont jamais revus, ils n'avaient plus que du marque-papier dans les mains, et c'est à partir de ce moment-là que la cavalcade et qu'on a eu cette hyperinflation qui a commencé dès les années 1919. Donc, Rudolf von Affenstein, il a commencé avec quelques émissions au tout début et on n'a pas vu grand-chose apparaître en 1919. Et puis, quand on remarque en fait avec une pièce d'or, on remarque qu'au fil des années, l'hyperinflation a commencé à attaquer et que seuls ceux qui avaient vraiment encore des vrais métaux tels que de l'or pouvaient s'en sortir. Prenons l'exemple avec janvier 1919, bon, il fallait 170 marks pour avoir cette pièce d'or. En janvier 1920, il fallait 267 marques papier. En janvier 1921, il fallait 1400 marques papier. En janvier 1922, 3976 marques papier. En janvier 1923, 372 447 marques papier. Et en janvier 1924, 67 trilliards de marques papier pour acheter simplement cette pièce d'or. Donc vous vous rendez compte de cette hyperinflation et que seuls ceux qui avaient des vraies valeurs dans leur portefeuille pouvaient s'en sortir. Et donc on s'est retrouvé avec des gens qui faisaient des feux de cheminée, d'autres qui pouvaient tapisser des murs, des enfants qui jouaient avec des tonnes et des briques de marque papier. Mais c'est allé encore beaucoup plus loin et beaucoup plus crash que ça, car on a eu par exemple des jeunes berlinoises, tout simplement pour faire nourrir leur famille, elles se prostituaient pour essayer de trouver des monnaies étrangères, notamment de la livre sterling, vu qu'elle était basée sur un standard or, vu que c'était une monnaie assez puissante en Europe. Donc vous voyez que ce sont des choses qui étaient très horribles et qui sont arrivées dans d'autres pays avec d'autres monnaies fiduciaires. Et donc, en fait, je vais vous donner cet exemple, c'est qu'une once d'or valait environ 20 $ en 1920. Et donc, je vous donne l'exemple, avec juillet 1914, il vous fallait 1 $ pour 4 marques papier. Donc jusqu'à là, tout début de la guerre, rien de particulier, 80 marques papier pour obtenir cette pièce d'or. Mais accrochez-vous, ça va être très différent dans les dates qui vont suivre. En février 1920, il vous fallait pour 1 $, il vous fallait 100 marques papier. En mars 1921, 1 $, il vous fallait 260 marques papier. En décembre 1922, pour 1 $, vous avez 6800 marques papier. En juin 1923, pour 1 $, il vous fallait 193 000 marques papier. En novembre 1923, pour 1 $, il vous fallait 3,4 trilliards de marques papier. Et on pourra le voir dans d'autres exemples que je ferai une vidéo spéciale, c'est l'immobilier dans les années 30 en Allemagne. Pour simplement quelques pièces d'or, vous pouvez vous acheter des immeubles en Allemagne. Heureusement, en novembre 1923, Rudolf von Affenstein fait une crise cardiaque, et donc il va devoir laisser sa place à Hjalmar Schacht. Alors, Hjalmar Schacht, pour certains vont dire que c'est un nazi, pour moi je le considère pas réellement comme un nazi, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Et cet homme, en fait, il a réussi à redresser l'Allemagne, donc il a créé le Rentenmark comme monnaie pour combattre le marque-papier, et il créa dans la foulée, quasiment dans la même année, le Reichsmark. Alors, le Rentenmark était plus une monnaie pour être utilisée entre particuliers, et le Reichsmark était davantage utilisé à cette époque-là pour les entreprises. Et de ce fait, en fait, on a eu 3 monnaies sur le terrain, c'est-à-dire on a eu le Rentenmark, le Reichsmark et le marque-papier. Et de ce fait, les gens ils commençaient à se délaisser du marque-papier. Et que s'est-il passé ? En octobre 1924, les ouvriers qui imprimaient le marque-papier se sont mis en grève, craignant de perdre leur emploi si la monnaie se stabilisait. Pour vous rendre compte à quel point c'était fou quand même de se dire que les gens qui créaient de la fausse monnaie et qui appauvrissaient leur propre famille se disaient je suis entre le cul entre deux chaises, c'est-à-dire soit je continue à percevoir mon travail, mais par contre j'appauvris les gens de mon peuple, ou soit je perds mon travail, mais j'arrête d'appauvrir les gens de mon peuple. Pour vous dire cette histoire folle qui s'est passée en 1924. Et puis après que Hitler soit sorti de prison, qu'il écrit son livre,
et qui prennent le pouvoir. Il a notamment collaboré avec Hjalmar Schacht pour remettre l'économie allemande de pied, créer la machine de guerre allemande grâce au bon Mefo. Mais tout cela, c'est une autre histoire. Et également, petite anecdote, n'oublions pas que c'est avec Angela Merkel en 2010 que l'Allemagne solde enfin ses dettes de la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaitais à montrer, c'est que des fois, il vous faudra beaucoup de temps avant de rembourser une dette. Et moi, la seule chose, c'est que je me demande, avec la France, est-ce qu'on aura la possibilité de rembourser cette dette immense qu'on est en train d'avoir, qui va être sur plusieurs générations? Est-ce qu'on va rembourser la monnaie en mode singe, comme l'a fait Rudolf von Affenstein? Est-ce qu'on va faire une faillite de 2/3, comme après la Révolution française en 1787? Ou est-ce qu'on va faire un défaut? Ça, je n'ai pas la réponse, mais en attendant, c'est un sujet qui doit préoccuper énormément de monde. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, j'ai mis un ouvrage qui est dans la barre de description, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous.